je vous propose de passer à l'atelier suivant euh, et donc de terminer cette journée avec cet atelier. Alors, l'ensemble des ateliers que nous avons eus aujourd'hui étaient prospectifs, mais ici, on va l'être un peu plus à la fois dans le thème. Il manque un logo, c'est celui et donc, je vais l'animer. Je ne sais pas si Espoir est dans son bureau. Je vais l'animer avec Espoir, qui est Espoir Roland Galliéré, qui est le directeur de la qualité, la sécurité et l'environnement au CEMAFROID, qui est aussi membre du directoire et qui est avec nous à l'étage. Et puis, nous allons traiter le sujet du froid et du CEMAFROID demain avec une présentation de Jean-Marc Platero, le président de Transfrigoroute France et actionnaire du CEMAFROID historique, avec Mathieu Maurer de la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, avec Didier Coulon, le directeur général de l'Institut international du froid, qui est un organisme intergouvernemental dans le domaine de la réfrigération, et puis avec Isaac Gobina, qui interviendra en anglais, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé et qui est le monsieur chaîne du froid, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous parlera en particulier du programme PQS de l'OMS. Et puis, je terminerai cet atelier en vous présentant le CEMAFROID aujourd'hui, son évolution et aujourd'hui, et puis les défis que nous avons à relever et les chantiers que nous vous proposons dans les prochaines années, même si nous avons remis les 20 ans du CEMAFROID et les 10 ans de Technéa à l'année prochaine pour le fêter dignement, n'empêche que c'est cette année qu'on marque ces anniversaires, donc on y reviendra en fin de cet atelier, si vous voulez bien. Donc, je vous propose, est-ce que Jean-Marc, tu es connecté? Oui, je suis connecté. Très bien. La caméra ne sera pas là, elle ne marche pas parce qu'il y a un contre-jour et ça n'apporte pas de grande valeur. Non, l'essentiel, c'est que nous t'entendions et que nous ayons le contenu de ta présentation. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et merci d'avoir accepté de nous donner la position, la vision et les perspectives de Transfrigoroute France sur le froid et le CEMAFROID demain. Très bien. C'est l'occasion pour moi déjà de remercier le CEMAFROID et tout particulièrement Gérald de cette invitation, en tout cas pour intervenir dans l'atelier Le Froid et le CEMAFROID demain. Ça va être l'occasion pour moi, en tant que président de Transfrigoroute, de présenter quelle est cette organisation et de surtout présenter le travail que Transfrigoroute a pu avoir et mener, en tout cas au travers de 2-3 exemples, le CEMAFROID et Transfrigoroute, puisque c'est une relation historique, comme tu as pu le dire, Gérald, et c'est l'occasion, en tout cas pour moi, de présenter rapidement ce qui a pu être fait ces dernières années. Alors, je vais bien évidemment commencer par la présentation de Transfrigoroute. Transfrigoroute est une organisation qui a été créée en 1955, qui regroupe à la fois les transporteurs, les loueurs, les carrossiers, les constructeurs de groupes frigorifiques, les constructeurs de poids lourds, en tout cas toutes les personnes pouvant intervenir sur les sujets d'ordre technique sur la chaîne du froid embarqué. Donc, c'est une organisation qui n'est pas tout à fait récente, puisqu'elle a maintenant, elle n'a pas fait passer 100 ans, mais elle a près de 70 ans. Donc, c'est une organisation qui est connue, qui a partagé avec l'administration, elle travaille régulièrement avec la DGAL, avec plein d'autres services, et qui a pour vocation, en tout cas, d'être le relais technique de toutes les préoccupations techniques liées à la chaîne du froid embarqué. Alors, cette organisation est membre de Transfrigoroute International, qui a été également créée en 1955, et Transfrigoroute International regroupe l'ensemble des organisations pays de Transfrigoroute sur l'ensemble de l'Europe, avec pour vocation d'animer à l'échelle européenne les préoccupations liées à la chaîne embarquée du froid. Alors, en ce qui concerne la relation de Transfrigoroute avec le CEMAFROID, il faut rappeler que Transfrigoroute a été cofondateur du CEMAFROID avec le CEMAGREF et Péripher, et que depuis 2016, Transfrigoroute fait partie de la chaîne logistique du froid, qui est quelque part, alors je ne sais pas si toute cette noble assemblée est au fait, mais Transfrigoroute, la chaîne logistique du froid regroupe depuis 2016 l'UNTF, qui regroupe tous les transporteurs frigorifiques, l'USNEF,
qui regroupe tous les entrepositeurs frigorifiques, et Transferoute France, que j'incarne moi aujourd'hui. Donc, cette présentation de Transferoute ayant été faite, je vous propose maintenant de présenter, au travers de quelques exemples, les sujets sur lesquels Transferoute a pu travailler avec le CEMAFROID et sur lesquels, surtout, le CEMAFROID nous a bien accompagnés dans les préoccupations, on va dire, opérationnelles. Alors, un des sujets que nous avons travaillé avec le CEMAFROID ces dernières années, ça a été de travailler au déploiement généralisé de l'ATP. Je veux juste rappeler un principe important, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, l'ATP a surtout pour vocation, depuis sa création, à permettre de sécuriser les flux intracommunautaires quand un transporteur traverse une frontière. Lors de la mise en place de cette ATP, certains pays, dont la France, ont décidé d'exploiter les exigences de l'ATP, en tout cas l'exploitation de véhicules répondant aux exigences ATP, notamment sur les flux domestiques, donc à l'intérieur du pays. D'autres pays l'ont suivi. Donc, sur la carte que je vous présente, on voit qu'il y a des pays qui l'ont fait, sont ceux qui sont en vert, et ceux qui sont en rouge, avec une croix rouge, sont des pays européens qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Bon. Si en soi, je dirais, la question ne s'est pas posée pendant des décennies, elle amène malgré tout à se poser une question dans un dossier, dans un contexte économique de guerre économique et de forte concurrence sur le marché, de faire ressortir qu'il y a de fait une distorsion de compétitivité entre les acteurs, puisqu'un pays qui gère des flux sous température dirigée à l'échelle domestique sans exploiter l'ATP a de fait des coûts moins élevés de production. Et à contrario, des pays comme la France, qui ont pris le parti pris de sécuriser la chaîne du froid et l'exploitation de véhicules garantissant la maîtrise de la chaîne du froid et d'être plus efficace sur l'ensemble des flux logistiques à gérer à l'intérieur de son propre pays, fait qu'à un moment donné, en termes de coûts de production, ces transporteurs sont donc moins bien placés. Fort de ce constat, nous avons travaillé avec le CEMAFROID à solliciter donc, un certain nombre de pays européens, donc la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Alors, au niveau de la France, la DGL nous a accompagnés dans la démarche. L'Italie, on a travaillé avec le ministère des Transports, les stations d'essai, puis Transferoute Italie. Enfin, globalement, nous nous sommes rapprochés de tous ces pays pour essayer de construire ensemble, et notamment sous l'impulsion du CEMAFROID qui nous a fortement aidé dans la démarche, de travailler à faire des propositions de projets d'accords multilatéraux qui ont abouti et qui ont également permis à faire évoluer, à intégrer, gérer l'ATP tel qu'il était écrit jusqu'à présent pour aller dans le sens dans lequel nous souhaitions aller. Donc là, je tiens encore à saluer le travail qui avait été fait conjointement avec le CEMAFROID qui a permis d'aborder et de traiter ce sujet, même s'il y a encore à faire, en tout cas de mettre un premier pied à l'étrier. Nous avons également travaillé récemment sur un sujet qui est fortement d'actualité, puisque on parlait de gaspillage énergétique, mais on a aussi le gaspillage alimentaire, et les transporteurs travaillent au quotidien à alimenter la France et l'Europe, et au travers d'une maîtrise de la chaîne du froid. Mais qui dit chaîne du froid, on a pu entendre cet après-midi nos nombreux intervenants faisant état de toutes les technologies qui pourraient être de plus en plus vertueuses pour avoir un impact carbone le plus faible possible. Mais on a aussi un problème de gaspillage de tout ce qui est produit alimentaire aujourd'hui, de par le fait que, aussi fou que ça puisse paraître, les transporteurs frigorifiques ne sont pas en situation à date, dans les flux hyper tendus qu'ils maîtrisent, de pouvoir prouver en temps réel la maîtrise, le non-impact des ouvertures-fermetures de portes dans le cadre de leur activité sur les produits alimentaires qu'ils transportent. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons tous nos véhicules équipés de l'enregistreur de température, mais ce sont des enregistreurs de température qui ne font que mesurer la température de l'air, de la caisse, et non pas l'impact que ça peut avoir sur les produits. Donc, fort de ce constat, nous avons pris le parti pris, encore une fois, de travailler, et ça génère des gaspillages. Pourquoi ? Parce que quand on arrive, et je tiens à le préciser, parce qu'on parle de gaspillage, quand un transporteur arrive chez un destinataire et qu'à un moment donné, il fait état de sa courbe de température, qui est quelque part la traduction de l'asservissement de la production de froid dans la caisse frigorifique dans laquelle sont les produits, il est très difficile d'interpréter cette courbe et de pouvoir exprimer très clairement si ça peut avoir un impact ou pas sur les produits. Donc, fort de ce grand sens, ça génère donc des frictions avec les destinataires, et de fait, quand il y a un doute, on préfère mettre la marchandise de côté, et du coup, ça se traduit en gaspillage de marchandises. Donc, la profession des transporteurs frigorifiques a décidé de s'associer au CEMAFROID pour lancer une campagne de mesures qui a été menée sur 2 mois avec 2 transporteurs qui ont accompagné la démarche, que sont STEF et STG, où globalement, pendant 2 mois, au travers des éléments, des instruments de mesure qui avaient pu être mis en place par le CEMAFROID, nous avons mesuré, dans le cadre des derniers segments de livraison des denrées périssables qu'on peut avoir en tant que transporteur, jusqu'au destinataire final, de mesurer l'impact que pouvaient avoir les variations de température liées aux incursions d'ouverture-fermeture de portes. Alors, nous avons été accompagnés dans ces démarches, bien évidemment, et je tiens à cœur à le saluer, et Mathieu Brouwer est avec nous aujourd'hui par une contribution de la DGL dans cette démarche, et on tient dans le financement, mais ça a permis
surtout d'enregistrer au travers des 2400 palettes qui ont pu être livrées sur ces 2 mois, ça représentait peu ou prou 305 tonnes de produits transportés, d'enregistrer plus d'1 million, enfin 1,5 million d'enregistrements de température qui ont permis au CMA-Froid, en premier lieu, de présenter, d'analyser, de vérifier que les transporteurs qui avaient fait le travail sur ces 2 mois garantissaient la maîtrise de la chaîne du froid et le très peu d'impact sur les produits dans le cadre des ouvertures et fermetures de portes. Alors, le CMA-Froid a présenté un résultat nous montrant que globalement l'ensemble des transporteurs maîtrisaient effectivement la chaîne du froid sous 2 conditions. La première étant bien évidemment de respecter les prérequis que sont le pré-refroidissement des camions et des températures des marchandises au moment où on les chargeait dans les véhicules, et bien évidemment la maîtrise aussi de la coupure du groupe avant l'ouverture des portes, puisque globalement ça ne sert à rien de faire entrer de l'air chaud quand le groupe aspire l'air alors que les portes sont ouvertes. Non. Si on réserve qu'on maîtrise bien ces prérequis, ce qui semblait être le cas en tout cas dans les analyses qu'on a pu faire sur les 2 mois d'analyse chez STEF et chez STG, on a déjà en capacité de prouver que d'une façon très précise, alors il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, sur les 2 exemples qui représentent quand même quelques mesures et quelques produits transportés, je tiens à préciser que ces mesures ont été faites dans la période la plus, je dirais, contraignante, puisque c'est en période estivale que nous avons fait ces tests-là, a pu prouver qu'en tout cas, un transporteur qui respectait les bonnes pratiques de chargement, de déchargement et de maîtrise des règles de refroidissement garantissait quelque part la chaîne du froid. Mais ceci étant, une fois qu'on a prouvé ça, il nous reste à travailler à l'avenir avec le CMA-Froid 2 autres sujets. Le premier, c'est on a constaté, en ayant fait ces groupes de travail et de gérer ces relevés de mesures, que sur les prises de température, il y avait beaucoup de choses à préciser, puisque quand on fait le point entre un chargeur, un transporteur et un destinataire, qui peut être un restaurateur, une grande surface ou une plateforme de la grande distribution, nous constatons que les prises de mesure, les méthodes de prise de mesure de température ne sont pas homogènes. Et ce qui peut, de fait, au-delà même de pouvoir garantir la chaîne du froid, peut amener, je dirais, des interprétations des uns vis-à-vis des autres et créer des champs de friction. Donc, il est important, à notre sens, de travailler avec le CMA-Froid, les chargeurs, les transporteurs et les destinataires à définir une méthode de prise de température qui sera commune et non contestable, qui permettra en tout cas de sécuriser encore une fois la chaîne du froid et les garanties de la maîtrise, je dirais, de la qualité des produits au moment de leur livraison. Un autre point qui nous semble important de travailler, c'est les règles de pré-refroidissement des camions pour le chargement des produits frais. Ce travail avait déjà été fait par le CMA-Froid avec l'UNTF il y a quelques années sur tous les flux qui étaient d'ordre surgelé. Il nous semble important de pouvoir reproduire la même démarche prochainement avec le CMA-Froid pour tout ce qui est pré-refroidissement des camions, mais là pour les produits frais, donc on va dire les températures entre 2 et 4 degrés. Et il nous semble aussi important de travailler un dernier point, c'est que, comme je peux vous le dire, on a enregistré au travers des 2 mois d'analyse plus d'1,5 million d'enregistrements de température, mais ces températures, je tiens à le préciser, ne sont que des températures de l'air pris à des endroits très précis qui permettent de traduire quel pourrait être, je dirais, l'impact sur les produits. Mais on n'arrive pas à le traduire naturellement. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir définir au travers des analyses qui ont pu être faites, des enregistrements de température qui ont pu être faits, c'est de recenser à partir de quel moment les produits pourraient être impactés et de définir les seuils hauts et bas, au-delà desquels il faut avoir une alerte faisant état qu'avant même que le produit puisse être impacté par une dérive de température, il y a une action à mener d'ordre humain, une technique, et qui permette de préserver la marchandise, encore une fois, dans un souci à la fois de réduire le gaspillage et de sécuriser pour les clients, les transporteurs, la tenue dans le temps de leurs produits. Donc voilà les 3 points que nous estimons être importants de traiter. Ils semblent être basiques, mais compliqués, faciles à exposer, mais compliqués à traiter. Et nous comptons sur le CMA-Froid pour nous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup Jean-Marc, et on sera là pour accompagner Transfrigoroute comme Transfrigoroute a été là pour accompagner le CMA-Froid depuis son berceau. Et donc, comme on arrive à l'âge adulte, on continuera ensemble et avec grand plaisir. Merci beaucoup pour la confiance de Transfrigoroute et à travers l'association de tous les professionnels du transport sous température dirigée. Je vous propose de continuer cet atelier avec la présentation de Mathieu Maurer de la Direction Générale de l'Alimentation et qui est aussi un de nos partenaires historiques et qui est une des raisons de la création du CMA-Froid. Donc, c'est particulièrement appréciable d'avoir son retour après ces 20 années de travail pour la DGAL. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en utilisant la fonction Q&R, questions et réponses, en bas de votre écran.
et en tapant une question, et puis, ou un commentaire, ou une information, et puis nous les prendrons en compte au fur et à mesure et nous y répondrons, si vous voulez bien, à l'issue des présentations. Mathieu, merci d'être avec nous. Le micro est à toi. Merci Gérald et bonjour à tous. Mathieu Mourer, donc je suis le chef du bureau des établissements de transformation et de distribution au sein de la sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est mon équipe qui est en relation avec les professionnels de la chaîne du froid pour toutes les questions relatives à la chaîne du froid lorsqu'on parle des questions alimentaires. Donc, comme l'a fait M. Platero, donc je présenterai 3 points. Donc, une première présentation rapide de la DGL pour vous expliquer quel est son champ d'intervention. Une deuxième, puisque notre mission est essentiellement d'écrire et de participer à la rédaction de la réglementation, un point sur la réglementation applicable à la chaîne du froid et de voir dans quel sens évolue cette réglementation, et une dernière partie sur la réglementation applicable cette fois à l'organisation de la filière et plus particulièrement à l'organisation des contrôles des engins de transport. Puisque vous savez que les engins de transport de denrées alimentaires sous température dirigée relèvent pour le transport international de l'accord ATP et pour le transport sur le territoire français de dispositions nationales, donc, dont M. Platero montrait à quel point elles étaient différentes d'un pays à l'autre. Donc ces dispositions vont un peu évoluer dans les prochains mois, et donc c'est l'occasion de vous présenter rapidement ces évolutions. Donc, pour commencer une vision des missions de la Direction générale de l'alimentation, donc au sein du ministère de l'Agriculture, la Direction générale de l'alimentation est compétente sur un champ qui va au-delà de l'agriculture. On voit qu'il y a 3 services principaux. Donc le premier qui est vraiment en lien avec l'agriculture, c'est le service qui suit la qualité de la production primaire, qu'il s'agit de la production animale ou de la production végétale. Mais nous avons également un service qui concerne plus généralement les questions d'alimentation, et donc là on va plus loin dans la chaîne alimentaire, qu'il s'agisse de la sécurité sanitaire des aliments, j'y reviendrai, ou de la politique de l'alimentation. Et donc dans la politique de l'alimentation, on va avoir des relations avec le ministère de la Santé sur les questions de nutrition, de qualité nutritionnelle des aliments, de composition des aliments, et également une action avec la direction de la cohésion sociale pour l'organisation du don alimentaire et favoriser là aussi limiter le gaspillage alimentaire en favorisant le don au profit des personnes les plus démunies. Enfin, le troisième service de la DGL est compétent pour les questions de gouvernance et d'international, sachant que tant le volet de la politique agricole que la politique concernant la chaîne alimentaire en aval sont très fortement influencés par des textes pris au niveau européen, et donc nous avons beaucoup de relations avec la Commission européenne. Donc pour en revenir au service de l'alimentation, donc mon bureau est rattaché à la sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire c'est la sous-direction qui est en charge du pilotage des directions départementales de la protection des populations, c'est-à-dire les anciens services vétérinaires, dont une part importante des effectifs est en poste dans les abattoirs. Et grosso modo, c'est 2 tiers des effectifs et 1 tiers des effectifs est dans ce que nous appelons l'inspection itinérante, c'est-à-dire l'inspection ponctuelle des établissements agroalimentaires, qu'il s'agit de la transformation, du transport entreposage ou de la distribution, donc les grandes surfaces, les restaurants, donc qui sont en aval de la chaîne alimentaire. Un bureau est spécialisé pour les questions de produits de la mer, où là on a également une interface avec la production, puisqu'il y a l'enjeu sanitaire, notamment sur les coquillages, est très fort avec la qualité des eaux.
Donc le bureau est en relation avec le service en charge de la production primaire. Et enfin, un dernier bureau plutôt méthodologique concernant l'appui à la surveillance de la chaîne alimentaire. Donc la chaîne du froid, pour son volet de transport et d'entreposage des denrées alimentaires, est suivie au sein de mon bureau. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous propose de faire un petit tour d'horizon des évolutions récentes de la réglementation, qui finalement vont un peu toutes dans le même sens. Alors, je vous rappelle, donc, on a 3 grands textes qui encadrent le fonctionnement de la chaîne du froid. Nous avons l'accord ATP qui traite des normes techniques des engins lorsqu'ils effectuent des trajets internationaux, donc lorsqu'on traverse l'Europe. Le règlement 853/2004 est un règlement qui va être opposable aux entreprises agroalimentaires en termes de transformation et de stockage, voire de congélation des denrées. Et l'arrêté du 21 décembre 2009, lui, est un texte qui lui est complémentaire, dans la mesure où le règlement 853/2004 ne s'applique pas au commerce de détail, c'est-à-dire à la distribution des denrées, à la relation entre la chaîne alimentaire et le consommateur final, puisque là, on est typiquement sur des problématiques nationales, et donc on peut avoir des écarts d'un pays à l'autre. Donc l'ensemble de ces textes définissent un certain nombre de repères en termes de température, de transport ou de stockage. Sur les viandes rouges, le repère est à 7 degrés, les volailles on est à 4, la viande hachée à 2, les poissons sur donc la glace fondante, les denrées congelées entre -12 ou -18 selon les produits. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces textes autorisent avec une souplesse plus ou moins grande, des conditions alternatives à ce stockage. Et nous avons publié des instructions techniques récentes pour le souligner et pour accompagner des évolutions de ces textes. Donc, l'évolution réglementaire la plus importante, c'est celle que je cite à la fin, qui concerne la réglementation relative au transport de carcasses en sortie d'abattoir et qui autorise en fait à déroger à la température qui est mentionnée plus haut, c'est-à-dire à l'obligation de transporter les carcasses de viande de boucherie à 7 degrés Celsius. Le règlement autorise en effet le transport des carcasses dès lors qu'elles ont atteint 7 degrés en surface et non pas à cœur. Ce qui ouvre la voie à un transport plus tôt, à un transport plus précoce des carcasses à destination des ateliers de découpe. Et cette évolution est basée sur le principe que le fait de découper la carcasse permettra finalement de refroidir plus vite après la découpe qu'avant. Et donc, si on prend le cycle complet de refroidissement des pièces de viande, en encadrant la durée du transport, on arrive à un cycle de refroidissement qui finalement est plus rapide, mais qui pose quand même certains problèmes sanitaires sur lesquels on pourrait éventuellement retenir. Plus généralement, donc l'arrêté du 21 décembre 2009 prévoyait déjà, de même que l'accord ATP d'ailleurs, des possibilités de déroger aux températures réglementaires. Et pour préciser le cadre de ces dérogations, l'instruction technique de 2019-861 définit les règles relatives aux études de durée de vie microbiologique. Et ces études de durée de vie microbiologique correspondent pour une large part à des modélisations dans lesquelles le cycle de transport et les températures auxquelles les denrées sont transportées ont vocation à être conservées. De sorte que, sous réserve de respecter les règles de modélisation du transport,
vos clients, les clients des transporteurs pourront modifier les températures de stockage et de transport et donc transporter à des températures plus élevées que les températures réglementaires. Dans l'instruction technique 2020-223 relative au contrôle des engins de transport, on voit apparaître des fractionnements des processus de congélation, par exemple, avec des transports intermédiaires qui pourraient s'envisager à des températures significativement supérieures à moins 12 degrés Celsius. Alors tout ça nécessite encore d'être modélisé, d'être confirmé par des études scientifiques, mais dans les deux cas, les évolutions réglementaires vont dans le même sens, c'est-à-dire vers une plus grande personnalisation, une plus grande individualisation des conditions de stockage et de transport. Voilà, ça c'était pour les évolutions réglementaires dans le domaine du froid et de la chaîne, stockage et du transport des denrées. Il y a également des évolutions réglementaires en cours sur pas spécialement sur le sémafroid, mais sur l'ensemble du processus de contrôle de la conformité aux normes techniques des engins de transport. Donc là, on est sur l'application en France de l'accord ATP étendu, comme Transfrigoroute l'a dit, aux trajets nationaux, justement par un décret qui est en cours de révision. Il s'agit en effet, donc, il faut en effet rappeler que cette mission de contrôle et de délivrance des attestations de conformité a été déléguée au sémafroid par le ministère de l'Agriculture. C'est une mission de service public qui est donc encadrée par un décret et ce décret est en train d'évoluer pour modifier le statut des centres de test des engins frigorifiques. Il va s'agir de modifier la relation entre le sémafroid et le ministère de l'Agriculture. L'idée étant d'évoluer du système actuel de l'habilitation par le sémafroid à un système de reconnaissance par le ministère de l'Agriculture, ce qui aura notamment comme conséquence le fait de pouvoir retrouver pour les agents de la DGL et des directions départementales de la protection des populations une possibilité d'audit, voire d'inspection des centres de test qu'aujourd'hui nous avons perdus dans la délégation actuelle. En revanche, il n'y a pas de changement pour les constructeurs et les monteurs d'engins neufs ou de dispositifs thermiques. L'habilitation, en effet, est d'une autre nature, puisqu'il s'agit essentiellement de saisie des données indépendamment de la position dans la délégation de service public, et donc la relation directe avec le délégataire a vocation à perdurer, puisque c'est le délégataire qui gère la base de données d'Interfleet. Donc en termes de calendrier, alors, les textes ont pris un peu de retard, mais la publication est désormais attendue cet automne. Et donc suite à ça, donc l'arrêté du 1er juillet 2008 va également évoluer pour être en cohérence avec le décret. Et le changement de statut des centres de test se fera progressivement début 2021. Voilà, donc en quelques mots, un petit panorama des évolutions réglementaires en lien avec la chaîne du froid. Je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation et cette mise à jour des sujets réglementaires qui, dans le domaine de la chaîne du froid, sont toujours particulièrement importants. Et surtout en termes de sécurité sanitaire. Je propose de continuer les présentations et puis nous reviendrons aux questions et aux discussions après. Je propose à Didier Coulonde, directeur général de l'Institut international du froid, de prendre la parole et de nous donner sa vision des choses sur le froid et le sémafroid de demain, en particulier avec la vision qui est la sienne, c'est-à-dire la vision mondiale. Didier, je te laisse le micro.
mon discours va être, enfin discours bien sûr très court, ne vous inquiétez pas, va être centré sur plutôt le froid demain, et puis après on verra un peu donc le sémafroid demain, quelles sont les conséquences que ça peut avoir. Alors je voudrais passer à un certain nombre de messages qui sont liés, je dirais, à une vision internationale, hein, parce qu'on est à l'Institut international du froid, ça veut dire qu'on est vraiment international, hein, c'est pas comme certains autres. On est intergouvernemental d'abord, on a quand même 59 pays membres, on a des membres de collectifs individuels dans tous les pays du monde, je dirais que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Et donc, on a aussi des partenariats avec les Nations Unies en tant qu'organisme intergouvernemental. On travaille beaucoup avec eux. On est un petit peu, je dirais très modestement, les Nations Unies du froid, si vous voulez. Sauf qu'évidemment, bon, il y a encore quelques pays qui, je dirais, qui nous restent à envahir, en quelque sorte. Alors, ce que je voudrais donc, c'est vous donner une vision internationale qui, à mon avis, est très utile pour, après, voir au niveau plus national ce que peut faire le sémafroid, sachant que le sémafroid a aussi des actions à l'international, hein, et donc on l'accompagne aussi dans un certain nombre d'actions. Donc c'est important aussi pour le sémafroid de se rendre compte de ce qui évolue dans le monde. Alors, le premier message, c'est que le froid est partout. Alors ça, c'est très important parce que nous-mêmes, on s'occupe d'ailleurs de tous les usages et toutes les technologies du froid, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que tout ce qui se fait dans un domaine, en fait, a des incidences sur les autres domaines, et je dirais, il y a tout un ensemble mondial sur tout l'ensemble des technologies qui sont à peu près semblables pour beaucoup d'entre elles, utilisables à peu près dans tous les domaines. Donc tout ce qui se passe dans un domaine est important pour les autres. Donc le froid est partout. D'abord, la chaîne du froid pour l'alimentation et les produits de santé, c'est évidemment ça dont on a parlé tout à l'heure essentiellement, mais c'est vrai aussi pour la climatisation, que ce soit les véhicules, les immeubles, les usines, et ça c'est un domaine fondamental, hein, de plus en plus important. Pour l'énergie, donc c'est vrai pour les pompes à chaleur, puisque pour nous c'est du froid inversé, c'est vrai pour la liquéfaction de gaz, il faut savoir que bon, le gaz naturel liquéfié ça développe beaucoup, on parle de l'hydrogène liquéfié par exemple, hein, donc c'est quelque chose d'important. C'est vrai aussi dans les domaines de la santé, hein, y compris la partie gaz, mais aussi toute une série d'équipements en matière de santé ont besoin de froid. Il n'y a pas les produits de santé, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les hôpitaux. En matière d'environnement, par exemple, la capture et le stockage de CO2, la conservation de semences, d'embryons, des choses comme ça. Et le froid est présent dans l'industrie, à la fois l'industrie classique, pas seulement l'industrie alimentaire, mais des tas d'industries comme la sidérurgie. Et puis, surtout, et ça aussi c'est un facteur important d'évolution, dans tout le domaine des technologies de l'information et de la communication. Hein, donc, c'est connu pour les centres de données, par exemple, hein, mais c'est vrai dans tous ces domaines-là, les semi-conducteurs, etc., et puis toutes les biotechnologies. Donc, le froid, c'est partout. Alors maintenant, le deuxième grand message, c'est que le froid est nécessaire à la vie et que son usage continue à se développer très rapidement. Ça a été cité tout à l'heure, le fait qu'on représente 20% de l'électricité mondiale. Donc tous les domaines dont je viens de parler tout à l'heure, 20%, et il y a 5 ans, c'était 17%. Ça vous montre l'augmentation, ce n'est pas négligeable. Donc à la fois, c'est déjà un très gros secteur en matière énergétique, je vais y revenir, et puis ça ne fait que croître. Les besoins en conditionnement d'air, au dire en tout cas des prévisionnistes, notamment de l'Agence nationale de l'énergie, pourraient tripler d'ici à 2050. L'équipement en chaîne du froid est près de 10 fois inférieur dans les pays en développement par rapport aux pays développés. Alors si je cite ce chiffre, c'est parce que ça vous montre le besoin. C'est-à-dire qu'il est évident que ces pays-là ont besoin, je dirais, progressivement de se rapprocher des pays en développés. On a bien vu le mouvement, par exemple, en Chine, donc, qui est un pays intermédiaire en quelque sorte dans ce domaine-là. Donc, il y a un besoin énorme. Et puis, en plus, ces pays en développement sont des pays, donc c'est vrai en particulier, donc ces chiffres-là sont vrais pour l'Afrique, pour l'Asie du Sud, c'est là où c'est les populations les plus croissantes. Donc, non seulement on part d'un état des lieux, je dirais, faible, mais les besoins sont d'autant plus importants. Et enfin, le fait que réduire les pertes et les gaspillages dans le domaine de l'alimentation pourrait nourrir jusqu'à 950 millions de personnes, c'est-à-dire en gros le tiers des besoins actuels et futurs jusqu'à 2050, puisque je vous rappelle qu'on a en gros, hein, d'après les prévisions des Nations Unies, 3 milliards de personnes de plus à nourrir, qu'aujourd'hui, enfin 2 milliards, mais qu'aujourd'hui on a déjà à peu près d'un milliard qui est sous-nourri. Évidemment, donc on n'arrivera jamais à faire la totalité de l'élimination des pertes et gaspillages. Si vous donnez un ordre de grandeur des besoins, et à cause de ces besoins, de l'évolution qu'il va y avoir. Alors, une des conséquences fondamentales, c'est le fait, les problèmes d'énergie et d'environnement. Parce qu'aujourd'hui, le froid représente déjà 7,8% des émissions de gaz à effet de serre,
dont un tiers et 2 tiers sont dus à l'énergie utilisée et 1 tiers à cause des frigorigènes. Donc, je vais en parler, dire quelques mots sur ces 2 points. C'est fondamental de comprendre que le froid est déjà important, qu'il va devenir de plus en plus et que nous avons besoin d'un développement durable. Et ça, les Nations Unies l'ont bien compris. On travaille beaucoup avec les Nations Unies, comme je l'ai dit, et je suis très heureux de constater que le froid est devenu une priorité des Nations Unies. C'est une obligation, c'est une priorité, c'est très bien, mais ça nous crée aussi des obligations. Donc, depuis la fin 2019, et en particulier la chaîne du froid. La chaîne du froid, donc, qui vous occupe plus particulièrement au SEMAFROID, parce qu'à la fois, nous avons des besoins alimentaires, on vient de le voir, hein, donc c'est important pour les Nations Unies, c'est partie des objectifs de développement durable de réduire les besoins, les problèmes alimentaires, les besoins de santé des populations aussi, hein, puisque le froid, ça sert à la santé, hein, à la fois pour la cause de du lien entre alimentation et santé, et puis parce que ça concerne beaucoup les produits de santé, et puis à cause de l'impact environnemental que je viens de citer. C'est pour ça que nous avons décidé, depuis l'an dernier, de créer un jour du froid pour sensibiliser l'ensemble des populations, évidemment aussi les professionnels, le 26 juin. Le 26 juin, c'est la date de naissance de Lord Kelvin. Hein, donc, Kelvin, c'est pas un Français, j'en suis désolé, mais c'est lui qui a donné son nom à l'unité de température internationale. Et cette année, en 2019, le thème choisi, en accord avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est la chaîne du froid pour la vie. Et je pense que c'est un excellent slogan. Enfin, c'est un peu de l'autosatisfaction, hein, puisque j'ai participé évidemment à l'élaboration de ce slogan et de tous les documents qu'on va essayer de diffuser, les séminaires qu'on va organiser demain pour le jour du froid. Donc, ça peut être aussi un beau slogan pour le SEMAFROID. Je vais revenir avant que Gérald, qui suit parfaitement mon discours, donc je passe à la diapo suivante. Je voudrais réinsister quand même que sur ces problèmes d'environnement. Je crois que ça va être vraiment quelque chose de fondamental dans l'évolution de ce que devra faire le SEMAFROID et qu'il connaît parfaitement d'ailleurs. Hein. Je n'en doute pas, on a beaucoup de relations avec le SEMAFROID et Gérald est très impliqué lui-même donc dans l'Institut National du Froid. Il y a d'abord la question de l'énergie. Hein, donc, je soulignais l'importance de l'énergie. Donc, ça veut dire que de toute façon, il va falloir faire des économies d'énergie dans tous les domaines du froid. Et il va falloir aussi s'occuper des frigorigènes. On est déjà en Europe un peu en avance sur le monde, mais il ne faut pas oublier que dans le monde, on n'a pas complètement éliminé les HCFC. On les éliminera qu'en 2030, hein, les hydrochlorofluorocarbures, et que pour les hydrofluorocarbures, on n'en est qu'au début. On a déjà commencé à avancer au niveau français, au niveau des pays développés. Donc, c'est seulement cette année qu'on commence à s'occuper de diminuer l'utilisation des hydrofluorocarbures. Et pays en développement, il faudra attendre plusieurs années, 2024-2026, selon les pays en développement, puisqu'il y a plusieurs catégories. Donc, ça veut dire que pour éliminer ces fluides ou pour en diminuer l'utilisation, il va falloir trouver d'autres fluides, il va falloir trouver d'autres technologies. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on trouvera dans tous les domaines. Hein, donc, c'est pour ça que aussi c'est important de se rendre compte de la façon dont on utilise le froid. Hein, il y a finalement des technologies assez semblables d'un secteur à l'autre, avec bien sûr des adaptations à faire. Mais là, cette question des frigorigènes et de l'énergie va être, je dirais, le principal facteur d'évolution du domaine du froid. Et évidemment, le SEMAFROID devra suivre cette évolution. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des besoins en formation. Hein, donc, le SEMAFROID est un organisme important de formation pour faire face à des demandes en nombre et en qualification croissante. Parce qu'aujourd'hui, il faut former des gens, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein, et nous-mêmes, à l'Institut National du Froid, donc, on a des formations. On s'occupe donc vous pouvez regarder sur notre site web toutes les formations qui peuvent exister. Donc, on participe à cela. On a des programmes au niveau européen, notamment aussi, en matière de formation et de qualification, parce que on va avoir des frigorigènes qui sont plus inflammables. Hein. Les frigorigènes à faible effet de serre sont des frigorigènes faiblement inflammables, mais inflammables quand même. On va devoir avoir des technologies plus efficaces, plus économes, plus sûres. Donc, ça demande de la qualification et ça demande du personnel. Il y a aussi des problèmes de besoin en certification d'équipement et de personnel en France et à l'étranger. Le SEMAFROID est déjà très impliqué là-dedans. Hein. Donc, il faut savoir que le SEMAFROID participe à notre sous-commission, certes, qui est la sous-commission qui s'occupe de certification au niveau international et que s'occupant de l'accord ATP, de lien avec les Nations Unies. Donc,
On a un rôle très normatif aussi à l'international de froid. On s'appuie notamment sur le sémafroid pour ce qui concerne la France, en dehors même des actions que peut avoir le sémafroid vis-à-vis des différentes entreprises françaises. Donc le besoin en certification pour répondre à tous ces besoins de sûreté sont fondamentaux, et ça, donc c'est déjà le cas, ça sera sûrement le cas encore à l'avenir. Et besoin d'expertise parce que toutes ces questions demandent une qualification hein, que tout le monde n'a pas, et donc c'est important d'avoir des centres d'expertise en France et qui peuvent aussi essaimer à l'étranger. Donc je dirais que je suis très heureux pour le sémafroid. Je pense que le sémafroid est dans un domaine d'avenir, très clairement, avec un marché à venir qui est immense, en France comme à l'étranger. Suivante. Alors, évidemment, l'Institut du froid est là pour vous y aider. Hein. Nous travaillons beaucoup avec le sémafroid. On sera heureux de travailler avec d'autres membres collectifs individuels. Le sémafroid est un membre bienfaiteur de l'Institut et son personnel est très investi dans l'IF. Gérald Cavalier est depuis le mois d'août d'ailleurs le président de notre conseil sciences et technologies. Hein, donc c'est vous montrer le lien important qu'il y a, et j'en suis très content parce que nous appuyons beaucoup sur le sémafroid dans nos actions françaises et quelques actions à l'étranger. Par ailleurs, le sémafroid est aussi très lié à l'Association du froid, l'AFF, hein, et nous avons aussi un partenariat très étroit avec l'Association française du froid. Donc, nous avons besoin aussi donc, de nouveaux membres collectifs individuels. Hein, c'est vrai, bien sûr, au niveau français, c'est vrai au niveau international. Nous, ce que nous proposons, c'est de bénéficier d'un réseau d'expertise mondial. Je crois que c'est vraiment important de faire de la veille scientifique et technique au niveau mondial. On organise des conférences. Hein, je ne vais pas détailler tout parce qu'on n'aurait pas le temps, hein, mais il faut que vous puissiez profiter de nos conférences scientifiques et techniques sur tous les usages de la technologie du froid. Et je signale qu'il y a une conférence importante qui aura lieu fin août à Nantes sur le sujet de la chaîne du froid, donc une conférence de l'IF, le sémafroid bien sûr, l'AFF y participe, et donc je vous invite à profiter de cette conférence. Vous verrez l'utilité de participer à un réseau mondial et d'utiliser toutes les bases de données de l'Institut du froid, ses publications pour faire de la veille sur des technologies qui sont en pleine évolution. Et je précise que tous nos services sont disponibles à la fois en français comme en anglais. Voilà, donc je vais être bref. Je vous invite simplement à visiter le site de l'Institut, comme ça vous verrez un peu tout ce que nous faisons et tout ce que nous faisons aussi avec le sémafroid. Merci. Merci beaucoup Didier. Juste une précision sur le site internet de l'IF qui vient d'être refait. Pour ceux qui le connaissaient, le connaissiez avant, eh bien, je vous invite à y refaire un tour parce qu'il a pris un sérieux coup de jeune. Ça regorge d'informations. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter au site de l'IF, qui est un institut fort utile dans nos métiers et qui a un rôle à jouer, mais qu'on doit aussi promouvoir en France comme à l'international. Merci beaucoup Didier pour ces explications. Je vous propose de passer à la présentation d'Isaac Gobina. Isaac, are you online? Hi, Gérard. Yes, I'm on. Yeah, fine. Just I make an introduction in French and English, if you're okay. You want to do a translation? Or if you want, I will translate in French here your presentation. We will be shorter in the explanation, but I can translate. Donc, Isaac Gobina est le responsable de la partie chaîne du froid de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors, depuis quelques semaines, on a beaucoup entendu parler de l'OMS qui a été égratigné par certains, mais qui finalement est suivi par tout le monde sur ses recommandations initiales dans la crise du Covid-19. Et l'OMS est un acteur majeur parce que globalement, ces dispositions en matière de chaîne du froid et en particulier sur les transports de vaccins s'appliquent à tout le monde. Et donc, je vais laisser la parole sans plus attendre à Isaac pour nous présenter le rôle de l'OMS en matière de chaîne du froid des produits de santé. Isaac, I told that WHO was a little bit attacked during the last weeks, but finally shown that its recommendation were applied nearly by all countries now after some weeks of critics and so on. And I would say that there is a common point between IIR and WHO. It's that
of course, the two international organizations have a common agreement, but also that some countries are not paying their membership. Et donc, je disais que l'IF et l'OMS ont un point commun, et même plusieurs. D'une, elles ont un accord de collaboration entre l'IF et l'OMS sur la chaîne du froid, mais aussi c'est que elles subissent, on l'a vu ces dernières semaines, le fait que certains membres, malheureusement, ne paient pas leurs cotisations, même quand ils sont très gros et très riches. So, Isaac, the floor is yours. Thank you, Gerard, and thanks to all the team in Semafro for giving me this opportunity to talk to you. I think this is like a catch-up because we plan to visit Semafro in March. Unfortunately, we had this COVID situation and everything was shattered. So this opportunity you've given me, I will just use it to maybe introduce to your team and to the participants the work which WHO does on cold chain. So just as an introduction, the work we do as WHO in cold chain can be classified into two main groups. There is the regulatory work, which I do. So this involves setting standards for cold chain equipment and for all the accessories used for the transport, storage, and administration of vaccines. Peut-être en deux mots en français, donc le travail de l'OMS sur la chaîne du froid est divisé en deux parties. La première partie, c'est une partie normative avec un certain nombre de normes. Vous en avez quelques exemples là sur différents équipements de la chaîne du froid. And there is a second part of our work which is more operational. So there is the EPI team. EPI stands for Expanded Program on Immunization. And what they do is they support countries in the implementation of their immunization programs. So that's another huge department in WHO, which, for example, I'm just giving an example. If there is a COVID vaccine today, what my team will do is to define the temperature ranges for storage of that vaccine, what equipment to be used, and how it should be transported. And then the team, which is operational, will be advising countries on how to implement the standards which we have set in our department. Et donc, le deuxième volet de l'action de l'OMS, c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement opérationnel des pays pour mettre en place la chaîne du froid des produits de santé. Et donc, par exemple, si il y a un vaccin pour le Covid qui arrive sur le marché, il appartiendra à l'équipe qui est dirigée par Isaac et qui s'occupe de la partie normalisation, de définir les températures de stockage, les matériels à utiliser pour cette chaîne du froid des vaccins contre le Covid, et il appartiendra à l'autre division d'aider les pays à mettre en place de manière opérationnelle la chaîne du froid sur ces produits-là. So just to give you a brief, what's happening? Sorry. Yeah, so just to give you a brief history of the standard setting work in cold chain in WHO. So this started in the 70s when the expanded program on immunization was created. But the current PQS standards actually started in the year 2000. So it's just about 20 years old. So if you look at this, the categories which I've put there, it depends on the year. In 2007, we started with electronic temperature monitors, that's E6, and cold rooms. And then in 2008, we progressed onto cold boxes and vaccine carriers, which is E4. And then ice packs, water packs, E5. And then in 2010, that's when the pre-qualification for fridges and freezers actually started.
Donc, vous avez l'historique du développement avec les années où sont apparues les différentes normes sur les différents équipements de la chaîne du froid des produits de santé. So I'll just go to, in the interest of time, I'll go to these charts. So this slide gives a summary of the life cycle, let me say, of the work we do. At the top level there, what we have is the standard setting process. So we set standards for technologies which there is a need in the field. So there should be a use case for the technology for us to decide to set a standard. So just to say that this is bottom-up driven standards. It should be identified by the users in the field. Let's say there is a gap in the cold chain implementation in the countries. That information will come through the operational team in WHO. And then my team will do the standards to fill that gap which has been identified. So that's the standard setting work. Over to you, Gerard. So this is the organization of pardon, ça c'est la présentation du schéma de fonctionnement entre les besoins qui sont identifiés, les enregistrements nécessaires et la validation des matériels, donc depuis la conception des règles jusqu'à la reconnaissance d'un produit utilisable pour la chaîne du froid. So the standards, there are two components of the standard. You have the performance specification and the verification protocol. Once the product, once a manufacturer of a product wants its products to be listed in WHO, they'll have to compile a dossier, and the most important aspect of that dossier is a test report, and the test is done according to the protocol. And then if you go to the next step, you have the pre-qualification process where we receive the dossier, we review, and then if it meets all the requirements, we approve the product, and it's listed as a WHO accredited or listed product on our website. Once it's listed, countries and UN agencies and global partners can procure these products because they are sure that they have been tested to the right standards and they have the quality assurance of WHO. Lorsqu'un industriel veut enregistrer son produit, il constitue son dossier dont l'élément principal, ce sont les résultats d'essais faits par un laboratoire reconnu par l'OMS, le SEMAFROID en fait partie. Il dépose le dossier, il y a un enregistrement, une validation et ensuite les organisations des Nations Unies peuvent se procurer ce matériel pour les campagnes de distribution de vaccins. Et ensuite, il y a la deuxième volet qui est la qualification, la préqualification opérationnelle. So the last part of the work we do is the post-market monitoring. At the moment, we are still struggling to develop these aspects of our work. Most of the products are procured by UN agencies, so the manufacturers actually don't know where the products are located. So it's difficult for the manufacturers to actually do post-market collection of data. But what WHO is doing now is to set up sentinel surveillance sites in the countries where we work to collect data on the performance of these products which we pre-qualify. This performance data is used by us to make sure that we can improve the specifications if we find that there is a gap in the performance in the field. Et donc après, il y a un suivi. La troisième étape, c'est le suivi du produit. Et donc, il y a tout un dispositif qui permet d'avoir les remontées sur ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est le maintien de la qualification, ce qui s'appelle
en pharma QI, QO, QP. Donc l'initial, c'est les essais labo avec le dossier, la préqualification terrain et puis tout le suivi avec toutes les remontées auprès de l'équipe de l'OMS. So recently we also instituted inspections. In the past, we just did pre-qualification by desk review of the dossiers submitted by manufacturers. But last year, we started doing audits of our manufacturers to make sure that they are actually following the quality assurance processes, the good manufacturing processes laid out in the ISO standards. So just because of the COVID, we couldn't actually carry out all the planned inspections this year, but we hope that for next year, we'll continue this process. So this is a new area we are getting into to make sure that our manufacturers, which are listed on our websites, actually have good manufacturing processes. Donc maintenant, l'étape suivante de développement du programme PQS, c'est de mettre en place un contrôle des constructeurs à travers des audits. Le Covid a un petit peu retardé la mise en place de ce dispositif. Sorry, there's a last slide. I just wanted to talk about the challenges. So currently, just to identify two challenges we are facing and we are trying to address. The first is we are getting reports from the field that certain performance characteristics are not reflected. So the performance characteristics listed on WHO website do not correspond to what the users in the field actually experience. And one of these is the holdover time. The holdover time for fridges is the time taken for the temperature to go above 8 degrees when there is a power failure. So we are trying to define a way of corresponding the lab performance to the field performance. It's not easy because the field conditions are not controlled. Meanwhile, in the lab, everything is controlled. So it's difficult to make a one-to-one correspondence between the performance in the field and the performance in the lab. But we are working on this, and of course, we'll be reaching out to SEMAFRA and all the other labs listed on our website to have ideas on how to approach this problem. The second is work on ultra-low cold chain. So this is vaccine stored at minus 80 degrees. Until recently, we never had vaccines which needed ultra-low cold chain, but now we have the Ebola vaccine. And also we are hearing that potentially for some COVID vaccines, they might be needing ultra-low cold chain. So we are working on these specifications as well. There are issues of safety and building and new aspects which we have not have that experience before. So we hope to also reach out to all the manufacturers and hopefully in SEMAFRA, if you have expertise in this area, for us to approach this problem. Et donc l'OMS a deux gros défis. Le premier, c'est, comme dans tous les systèmes, de rapprocher les performances sur le terrain des équipements, des performances obtenues en laboratoire. Et donc ça, c'est un sujet en cours en collaboration avec les laboratoires. And it will be a pleasure, Isaac, to work with you for both this point, but first of all, for the comparison between field performance and laboratory performance. As you have perhaps heard before, it's something we do already for the things. Et le deuxième challenge de l'OMS, ce sont les très basses températures, avec en particulier des vaccins comme des vaccins contre l'Ebola qui nécessitent des chaînes du froid en dessous de moins 80 degrés Celsius et qui nécessitent donc l'adaptation des protocoles de test et l'adaptation des partenaires sur ces sujets. L'OMS travaille sur ces deux sujets avec les laboratoires de son réseau et les experts qui travaillent avec l'OMS. Thanks a lot, Isaac. Yes, it will be a pleasure to work with you for both issues because
we are competent on these two things. And it's always a pleasure to work with you and your team. So thanks a lot for your presentation and in English, even if most of the participants to the workshop today are French speakers, basically. But most Thank you, Gerard, and thanks to the team. Merci, merci. Donc, je vais terminer les présentations de cet atelier et puis je viendrai aux nombreuses questions que nous avons reçues. Je vais vous faire une présentation sur le froid, le sémafroid et les perspectives pour la suite. Comme nous sommes aux 20 ans du sémafroid, je vais juste faire un petit tour, une petite marche arrière. Il y a 150 ans, en 1870, naissaient deux grands bonhommes de la réfrigération, Georges Claude, qui est le père de l'air liquide dont on a parlé au cours des ateliers précédents, et Jean Deloverdeau, qui est le fondateur et de l'Association française du froid et de l'IDF, et qui fut lui-même un ingénieur dans le froid. C'est aussi l'année où Charles Tellier, le père du froid, a présenté à l'Académie des sciences sa note sur la conservation de la viande. Et c'est un clin d'œil à ce que nous disait tout à l'heure Mathieu Mourer, puisque le grand débat à l'époque était de savoir si l'on conservait la viande plutôt en surgelé ou plutôt en super froid, c'est-à-dire entre -1 et -2 degrés, ce que préconisait Charles Tellier, qui faisait une maturation accélérée et qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et c'est toujours un sujet d'actualité, la liberté de température de conservation des produits, pour peu qu'elle permette de préserver la qualité, la sécurité sanitaire et derrière qu'elle apporte des qualités organoleptiques. Il y a 120 ans, en 1900, Maurice Leblanc recevait le Grand Prix de l'exposition universelle de 1900 pour son invention l'éjecteur, qui revient sur la table assez fortement actuellement, en particulier dans les groupes au CO2. C'est un des éléments, un des composants des groupes au CO2 qui permet d'améliorer les performances de ces machines, les performances énergétiques, et qui permet aussi de baisser l'équateur CO2 et d'utiliser des machines au CO2 dans le sud de l'Europe et dans des pays où il fait assez chaud. Et puis Auguste Rateau publié le traité des turbomachines, et c'est une autre technologie de production du froid qui est utilisée, qui a refait son apparition il y a quelques années pour les très basses températures, celle dont parlait Isaac à l'instant pour la conservation des vaccins, puisque les turbomachines sont des cycles ouverts à air, donc un fluide frigorigène particulièrement durable, et qui permettent d'avoir des performances énergétiques intéressantes en dessous de -50 ou -60 degrés. Et puis, il y a 110 ans, un événement que pas grand monde a gardé en mémoire, mais le 23 juillet 1910, le président de la République, Émile Loubet, inaugurait ce qui est l'ancêtre du sémafroid. C'est la première station expérimentale du froid à Château-Renard, qui était dirigée par Jean Deloverdeau, dont je vous ai parlé juste au-dessus. Et c'était le premier tunnel d'essai de matériel de transport frigorifique, le premier tunnel d'essai au monde en la matière, et qui permettait d'essayer des wagons. On a testé pendant des années dans ce laboratoire de Château-Renard les matériels de transport sous température dirigée. Ce site a disparu, mais la rue de Château-Renard s'appelle toujours la rue du froid. Alors, donc, le précédent, tu fais le... Non, c'est le suivant. Il y a 100 ans, en 1920, c'était la naissance de l'Institut international du froid, la transformation de l'Institut international du froid, qui d'association devenait organisme intergouvernemental sous la présidence de Joseph Honoré Ricard, qui était le ministre de l'Agriculture à l'époque. Et puis l'AFF était la même année reconnue d'utilité publique sous la présidence d'André Lebon, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Industrie, et qui fut aussi un grand patron de l'industrie. Preuve que les deux étaient possibles et que la partie, les ministères n'étaient pas réservés
qu'à des gens venant de l'administration. Le froid, qui était la revue de l'Association française du froid, devenait la revue générale du froid, qui existe toujours et qui donc paraît depuis plus de 110 ans sans discontinuer. Et puis, un petit clin d'œil au matériel frigorifique le plus répandu dans le monde, qui est le réfrigérateur domestique. En 1920, c'est la naissance de la marque Frigidaire qui apparaît aux États-Unis, mais elle apparaît 9 ans après le premier réfrigérateur vendu aux États-Unis. Donc, je vous rappelle qu'il est l'invention d'un moine français, l'abbé Audifred, qui avait inventé ce petit outil pour rafraîchir le vin dans son monastère et qui avait vendu pour autant la licence à General Electric et qui a fait rentrer General Electric dans le monde de la réfrigération. Plus près de nous et des préoccupations du sémafroid, en 1950, il y a 70 ans, le ministère de l'Agriculture achetait le site d'Antony où a été créé le sémafroid et ses ancêtres, puisque avant le sémafroid, ça a passé par un certain nombre de noms. Il y a 20 ans, en 2000, Transfrigo de France, IRSTEA, le Sémagref qui est devenu IRSTEA, puis INRAE, et Périfem ont créé le GIE Sémafroid, qui est devenu en 2010, lors de la création du groupe Technéa, la SNC Sémafroid, puis la SAS Sémafroid. Et en 2010, il y a 10 ans, c'était aussi la création de Sémafroid Formation. Nous avons continué cette aventure et plus récemment, en 2011, nous sommes venus nous installer à Fresnes. En 2013, nous avons créé notre première filiale à l'étranger en Italie avec Technéa Italia. En 2014, Sémafroid est devenu une SAS. Technéa Inspection a été créé en 2016 pour développer nos activités d'inspection dans le domaine du froid, les équipements sous pression, les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement et plus récemment les C2E. En 2018, nous avons repris Hydrotest pour la partie contrôle de sécurité des matériels de levage et Cyclope pour la partie formation. En 2019, nous avons ouvert une agence dans l'océan Indien, la première implantation hors Europe. Nous avons créé le frigorifique avec le CNAM dont nous avons parlé tout à l'heure dans les innovations. Et nous avons créé Technéa Canada, notre filiale au Canada à la fin de l'année. Et puis nous avons débuté le programme Éclair. Et en 2020, eh bien, nous vous préparons un certain nombre d'autres surprises. Alors, le froid aujourd'hui, on l'a vu à travers les différentes présentations de la journée, est quelque chose d'indispensable dans notre société. Ça a aussi un poids économique non négligeable. C'est un marché mondial important. Le marché des surgelés, c'est 200 milliards d'euros dans le monde et c'est une croissance de 5% par an. Le marché du froid commercial, c'est 65 milliards de dollars par an. Et le marché du froid industriel, 30 milliards. Le transport frigorifique est quelque chose qui nous touche plus particulièrement. Ce sont 6 milliards de dollars de marché d'équipement de transport. Mais on est aussi, le froid, il y en a partout. On a parlé beaucoup de chaîne du froid aujourd'hui. On a aussi parlé de stockage d'énergie, de climatisation, de réfrigération. Et puis, il y a des choses qui se développent beaucoup. Si on peut aujourd'hui transformer nos journées techniques que le Covid nous a empêché de tenir sur le site de Fresnes en journée en ligne, eh bien, c'est grâce aux 4300 data centers dans le monde qui sont des gros consommateurs de réfrigération, puisque sans réfrigération, il n'y aurait pas de data center aujourd'hui. Si on veut s'amuser, puisque maintenant c'est à nouveau possible, on peut aussi utiliser une des 17 000 patinoires qui, sans réfrigération artificielle, n'existeraient pas. Et puis parfois, et pendant la crise, la pandémie qui continue et qui n'est pas terminée, on a vu qu'il était utile d'avoir des scanners, des IRM, et ils utilisent aussi de la réfrigération. Et puis on a parlé d'énergie et le gaz est un gros, le gaz naturel et le GNL en particulier. Nous avons 525 terminaux de regazéification de GNL dans le monde qui sont des éléments importants de la partie froid. Le froid, c'est 15 millions d'emplois dans le monde. C'est aussi des effets qu'on ne mesure pas directement, mais la climatisation, ça a un effet sur le bien-être des gens. On peut le juger aussi superfétatoire dans un certain nombre de cas. La Convention citoyenne a décidé qu'il ne fallait pas climatiser
avant 30 degrés. Willis Carrier, le père de la climatisation, avait proposé 26 degrés au début du siècle et c'est resté longtemps la règle avant que ce soit baissé par un certain nombre de constructeurs et que le Japon y revienne après Fukushima. Mais aujourd'hui, on sait aussi que 0,5 degrés d'écart de température vers le haut, c'est une baisse de 1% de l'apprentissage des enfants à l'école. Donc, avant de passer la climatisation à 30 degrés, il faut peut-être réfléchir parce qu'on risque de faire des crétins si on monte trop la température de climatisation. Donc, attention, il faut peut-être quand même penser que ça a un effet et que si on fait de la clim, ce n'est pas juste pour consommer de l'énergie, c'est aussi parce que ça a une utilité, y compris une utilité sociale. On joue sur la chaîne du froid, l'alimentation, la sécurité alimentaire, sur le bien-être des gens, mais aussi sur leur capacité intellectuelle. C'est 20%, on l'a dit, de la consommation d'électricité et les seuls réfrigérateurs ménagers représentent 4% de la consommation mondiale d'électricité. C'est particulièrement important. Et on sait que le froid n'a pas fini son développement. Aujourd'hui, le taux d'équipement de climatisation est de 90% aux États-Unis, mais il n'est que de 8% dans les régions chaudes. Or, c'est quand même là qu'on en a le plus besoin. Donc, le jour où les pays chauds seront au taux d'équipement des États-Unis, cette consommation aura fortement augmenté, de même que l'impact sur le climat, avec les 7,8% de contribution à l'effet de serre qu'évoquait Didier tout à l'heure. Et puis, dans cette réfrigération, la part des fluides n'est pas négligeable puisque l'effet de serre direct, donc celui qui est dû essentiellement aux fluides frigorigènes, est de 37% sur la contribution à l'effet de serre de la réfrigération. Dans le monde, on l'a déjà vu tout à l'heure, on a beaucoup d'équipements, des équipements grand public, quelques milliards avec 2 milliards de réfrigérateurs, 1 milliard de voitures climatisées, 1,6 milliard de climatisation résidentielle et 220 millions de pompes à chaleur. Et puis des équipements professionnels, beaucoup moins nombreux en nombre et beaucoup plus consommateurs d'énergie et aussi beaucoup plus importants en général. 120 millions de meubles de vente, 4 à 5 millions de camions frigorifiques, 1 à 2 millions de conteneurs frigorifiques équivalent 20 pieds et une cinquantaine de milliers d'entrepôts frigorifiques dans le monde. Pour nous, au SEMAFROID, froid est une garantie indispensable de qualité et de sécurité pour l'alimentation et la santé, le bien-être des populations, mais ça ne peut se faire que dans le respect de l'environnement si on veut nourrir 9 milliards d'hommes en 2050. Et donc, notre mission reste d'apporter aux professionnels et aux industriels la garantie de la conformité de la performance de la chaîne du froid, des systèmes de climatisation, de réfrigération à travers notre expertise indépendante qui aujourd'hui regroupe des capacités et des moyens d'essai, de vérification, d'évaluation, de qualification, de certification pour les équipements, les solutions, mais aussi la formation des hommes. Didier l'a rappelé, c'est un des enjeux pour l'avenir dans notre société. Nos valeurs resteront celles de l'indépendance, de l'impartialité, de la qualité, parce que nos métiers l'imposent, mais aussi parce que nous y tenons, la réactivité, la fiabilité, la confiance envers nos clients et nos partenaires et l'esprit d'équipe, parce que nous avons l'ambition d'être le leader de l'expertise indépendante et de la garantie de conformité dans le domaine du froid en général. Alors, on est aujourd'hui présent sur ces différents métiers, d'essai, d'étalonnage, c'est nos laboratoires, mais ce sont aussi nos capacités de déplacement et de prestation sur site, d'expertise, d'études, d'innovation, de recherche, on en a parlé tout à l'heure, de certification des entreprises, des services, des produits, mais aussi la certification des personnes que nous avons développées depuis 2 ans, en particulier en Italie, de l'inspection. Steve, tout à l'heure dans l'atelier énergie, nous parlait des inspections certificats d'économie d'énergie. C'est une activité que nous avons développée depuis 18 mois et qui se développe fortement. L'inspection aussi des équipements sous pression pour la sécurité des personnes, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, tout ça dans le domaine du froid, de l'isolation, parce que ce sont les mêmes secteurs d'activité. Et puis la formation à travers les programmes d'économie d'énergie, mais aussi la formation dans nos activités historiques de formation. Et puis, nous gardons
notre forte activité de service public dans ces différents métiers, puisque la plupart de nos activités sont par délégation des ministères, par agrément, par notification des organisations intergouvernementales ou des ministères, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'alimentation, qui est notre activité historique, dans le transport ou l'automobile, ou bien dans la climatisation et la réfrigération industrielle. Aujourd'hui, nous avons des clients dans un peu plus de 40 pays du monde, vous les voyez en grisé sur la carte, et nous sommes implantés en permanence sur 3 continents et dans 3 pays. Donc, nous sommes dans l'océan Indien à La Réunion depuis l'année dernière, en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal, à Saint-Pierre à La Réunion, à Montréal au Canada, en France, à Fresnes, à Arras dans le Nord, à Cestas à côté de Bordeaux, et à Casale et Monferrato en Italie, qui est une des capitales du froid avec un fort district de réfrigération et beaucoup d'industriels du froid. Nos moyens ont continué de se développer avec l'extension de notre plateforme de Fresnes, notre plateforme d'essai de Fresnes, plus d'une dizaine de cellules climatiques, nos équipements d'essai que nous avons continué à développer avec des innovations comme des bancs d'essai pour les machines CO2, des bancs d'essai pour des machines de forte puissance, et aussi des applications informatiques, je vais y revenir rapidement, mais aujourd'hui des applications informatiques qui sont au cœur de nos métiers. Tout à l'heure, Olivier a présenté Data Bilan, qui est la nouvelle application au service des frigoristes que nous allons mettre en service dans les prochains jours, mais aussi Data Hydrotest pour tous les gens qui font de l'inspection de levage, et puis nos 2 best plateformes, les DataFrig pour les engins de transport et DataFluid pour les frigoristes qui manipulent les fluides frigorigènes. Nous avons étendu nos accréditations et nos qualifications. C'est à la fois une exigence de nos partenaires et de nos clients, mais c'est aussi un gage de notre compétence, de notre qualité et une garantie de la qualité de nos services. Alors nous sommes accrédités en Italie par Accredia pour la certification de personnes et la certification d'entreprise, en France par le COFRAC également pour ces aspects de certification d'entreprise, de personnes, de services et de produits, par le COFRAC pour les activités d'inspection, que ce soit les C2E, certificats d'économie d'énergie, que ce soit les ESP ou les ICPE, par le COFRAC sur les essais dans les laboratoires, les étalonnages, mais aussi l'inspection en métrologie légale pour les étiquettes vertes, pour les thermomètres de mesure de température de denrées alimentaires. Aujourd'hui, nous comptons plus de 8000 établissements clients du SEMAFROID dans le monde. On ne peut pas tous les mettre sur le panneau. Donc, merci à tous. Merci à tous nos clients pour leur confiance. Merci pour leur soutien. Merci pour leur fidélité. Désolé pour ceux qui ne sont pas dessus. Vous n'êtes pas moins chers à notre cœur pour autant. Et nous saurons parler de vous autant que vous parlez de nous parce que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Nous avons dans ce contexte un certain nombre de défis à relever avec les 20 ans du SEMAFROID, mais globalement, comme vous l'avez compris dans le petit historique, les 70 ans d'exercice de nos laboratoires et de notre expertise et de notre expérience depuis 1950. Nous avons les défis de l'innovation à relever, de l'internationalisation, de la digitalisation, de l'interconnexion pour mettre en contact et en relation et être l'interface entre les administrations qui nous délèguent des missions et les industriels qui viennent chercher chez nous ces certifications, entre les industriels qui ont des besoins d'innovation et les laboratoires universitaires de recherche, laboratoires publics qui vont avoir la compétence universitaire, et puis avec les utilisateurs qui vont utiliser ces solutions. Les innovations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de performance, qu'elles soient économiques, nous avons un enjeu aussi d'internationalisation. Nombre de nos clients sont présents à l'international et nous demandent de les accompagner. Et c'est notre stratégie à l'international, c'est d'accompagner nos clients en Europe, à l'international, pour développer leurs activités et développer les nôtres en accompagnement des leurs. Ça ne se fera pas sans innovation chez nos clients, sans innovation chez nous, sans interconnexion de ces gens, et ça doit être une de nos forces, et
sans mobiliser de la digitalisation. On l'a évoqué dans la journée avec un certain nombre de sujets, mais c'est le renforcement de nos services numériques, de nos plateformes, Datafric, Datafluid, Databilan, Dataform, sont des plateformes que nous sommes en train d'interconnecter. Nous aurons une grande plateforme Technéa. Nos clients demain pourront entrer par une seule porte pour l'ensemble des choses qu'ils ont chez nous, pourront trouver la traçabilité de leurs informations, de leurs certificats, de leurs études, et pourront aussi sur ces plateformes bénéficier des suites de travaux comme ceux que Claudia a présentés dans le cadre de sa thèse, c'est-à-dire des modèles, l'utilisation des gigadonnées. Nous avons beaucoup de données dans nos bases de données et l'objectif est de les valoriser au service de nos clients pour avoir plus d'informations qu'on tire de ces éléments. Vous l'avez vu tout à l'heure, on peut prédire d'une certaine façon le vieillissement possible d'un camion. Et bien demain, on pourra aussi donner d'autres indicateurs, des indicateurs de performance, des indicateurs de performance énergétique, de performance environnementale à un véhicule qui passe en test dans un centre de test, par exemple, au bout de 6 ans et de 9 ans. C'est notre ambition qui permettra à tout le monde d'être plus performant de manière environnementale, énergétique, économique et ensemble d'aller plus loin. Quelques projets dans les prochaines années et dans les prochains mois. Eh bien, nous avons lancé un gros chantier de développement de notre expertise et de notre recherche et développement. Vous l'avez vu tout à l'heure à travers les présentations de l'atelier innovation piloté par Mohamed et Camille. Ce sont des partenariats avec le premier d'entre eux qui est le frigorifique, mais aussi un réseau de partenariats dans les différentes universités dans le monde. Ce sont des activités d'expertise et d'audit qui se sont fortement développées en France, mais aussi à l'étranger. Des études technico-économiques avec de nouvelles compétences que nous a apporté Camille en termes d'économie de l'environnement et en particulier. Et puis des projets de développement avec beaucoup d'industriels sur les différents secteurs du froid. C'est aussi le développement, comme on l'a abordé, des inspections dans le domaine du froid qui nous ont été demandés. Et c'est des sujets que nous demandent nos clients parce que le besoin dans l'inspection, ce n'est pas seulement d'avoir un papier, mais c'est aussi d'avoir une inspection qui est faite par des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent les problématiques. Notre développement international se poursuit avec l'Italie, où nous sommes aussi aujourd'hui experts ATP en Italie, et donc en mesure de faire une partie des prestations que nous pouvons faire en France sur l'ATP. Et l'objectif est de le faire dans d'autres pays d'Europe. Nous avons aujourd'hui des relations, comme Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, fortes avec le ministère des Transports en Italie, mais aussi avec nos clients italiens, qu'ils soient industriels, carrossiers ou qu'ils soient experts. C'est le développement dans l'océan Indien en ayant rapproché notre capacité de travail de nos clients à la Réunion, à Mayotte, mais aussi possiblement dans les pays voisins que sont Madagascar, Maurice et puis les Seychelles. Et puis le développement en Amérique du Nord à partir du Canada et aux États-Unis. Un certain nombre de nos clients sont présents sur ces continents et souhaitent faire appel à notre expertise. Dans le chantier de l'harmonisation de l'ATP en Europe, il se poursuivra avec Transfrigoroute. Aujourd'hui, nous avons la délégation de l'ATP en France et merci à DGL pour sa confiance. Nous sommes depuis le début de l'année officiellement experts ATP en Italie avec un site de test qui est encore en attente, mais sur lequel on va pouvoir bientôt déployer des prestations, et un deuxième qui sera disponible d'ici la fin de l'année, et puis un réseau avec lequel on pourra déployer des prestations ATP en Italie et accompagner nos clients, qu'ils soient italiens, français ou autres. Nos partenariats en Espagne avec la station d'essai de Madrid, avec les autorités, mais aussi au Maroc et en Tunisie, où on continue les travaux réalisés depuis 2007 en Tunisie, depuis 2008 au Maroc. Et puis, l'ensemble de nos ressources, les experts que vous connaissez dans la maison, des experts sur l'ATP, nos stations d'essai,
et une expertise qui est à la fois unique par sa taille et sa connaissance de l'ensemble du système dans les différents pays. Et puis notre outil qui est DataFric, qui aujourd'hui est utilisé par des gens dans plusieurs pays et qui est disponible et utilisable en français évidemment, en italien, en espagnol, en anglais et en cours de traduction en néerlandais et en russe. Et puis la poursuite du programme Éclair, avec l'ambition, comme l'a rappelé Eric tout à l'heure, de former 10 000 conducteurs. Nous avons déjà 5 000 qui sont engagés et de marquer 135 000 camions. Plus de la moitié aussi sont engagés et nous avons déjà plusieurs centaines de conducteurs formés et plusieurs milliers qui sont programmés. Et puis pour accompagner ça, bien, nous avons des projets qui sont de nouveaux laboratoires à Bordeaux. Le projet avance. Il était très avancé, il a fait une marche arrière. Nous espérons repasser une marche avant. La poursuite du développement de Certicol et Certibruit qui a fortement démarré en début d'année avant de s'arrêter avec le Covid, mais dont on est persuadé qu'il va reprendre sa marche. Et puis, les prestations d'essais sur site des clients avec la mise en service du premier véhicule laboratoire en Italie ce mois-ci et les prochains en France pour continuer les prestations sur site chez nos clients et diversifier prestations de vérification d'outillage, mais aussi liées à la chaîne du froid. Pour faire tout ça, nous avons un gros projet d'investissement qui sont les laboratoires de Bordeaux. Ça, c'est physique, vous connaissez, on a fait ceux de Fresnes. Eh bien, on va faire quelque chose de comparable à Bordeaux. Les laboratoires mobiles, mais surtout les plateformes. C'est les plateformes informatiques qui vont permettre à tous nos clients de se connecter et de bénéficier de prestations plus poussées et un service de meilleure qualité. Et nous en reparlerons demain dans l'atelier sur la digitalisation du froid. Voilà, donc nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis 20 ans ensemble. Merci beaucoup à tous pour votre confiance au cours de ces 20 ans. Merci pour votre fidélité et nous vous invitons à continuer et à rester sur la route pour de nouveaux défis ensemble pour les 20 et plus prochaines années. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sémafroid et notre vision du froid et du sémafroid dans le futur. Je vous propose de prendre les questions que l'on a reçues pendant cet atelier. Il n'y en a plus? Ils sont partis? Non, c'était celle des anciens. Bon, il n'y a pas eu de questions. Alors, je ne sais pas, peut-être que Mathieu, Jean-Marc ou Isaac ou Didier, vous voulez réagir là-dessus ou sur les propos des uns des autres? Il me semblait avoir vu des questions tout à l'heure. En ce qui me concerne, Jean-Marc Platero, je n'ai pas de complément ni de questions à poser. J'ai trouvé la journée et l'après-midi très intéressant. Encore merci. Merci Jean-Marc. Didier, Mathieu? Oui, moi de même, par la position de la DGL, je suis plutôt à l'écoute des professionnels. Je n'ai pas de remarques particulières à faire à ce stade. Merci beaucoup pour cette après-midi très intéressante. Merci à toi. Oui. Pour ce qui me concerne, donc, en tout cas, j'ai aussi beaucoup apprécié. Je pense que la présentation que tu as faite, Gérald, était une présentation très complète sur l'ensemble des enjeux du froid. Donc, ça a très bien complété tout ce que j'avais pu dire moi-même. Et bon, je finis à la même conclusion que ce que j'avais dit, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un boulevard devant le sémafroid, à la fois en France et à l'international. Et bien entendu, donc, on va continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Isaac, are you still here? Sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous remercier et à vous proposer de nous retrouver demain matin pour
3 autres ateliers sur la sécurité dans la chaîne du froid, la chaîne du froid en magasin et la digitalisation du froid. Nous vous enverrons aussi demain un questionnaire et on vous invite à y répondre parce que c'est une innovation de faire nos journées techniques en ligne. L'an prochain, on espère bien pouvoir vous accueillir tous sur le site de Fresnes parce que au-delà des échanges que l'on peut avoir en ligne, eh bien, il y a toutes les discussions, les rencontres, les échanges entre personnes qui sont importants et que je pense nous apprécions tous et nous regrettons de ne pas avoir aujourd'hui. Nous exposerons aussi le matériel des fabricants et des constructeurs et je pense que c'est aussi important d'avoir ce contact avec les produits. Et puis, le but, c'est quand même peut-être nos journées techniques sur le site et sur site ayant lieu tous les 2 ans, et bien peut-être de pouvoir tous les 2 ans faire aussi des journées en ligne ou peut-être des sessions comme celle-ci plus fréquemment si ça fait sens pour nos clients et nos partenaires. Merci à tous pour votre participation. Bonne fin de journée et à demain pour la Journée mondiale du froid avec les ateliers du CEMA-Froid qui continuent le matin et l'après-midi, un atelier de l'AFF à l'occasion de cette journée mondiale et d'autres événements qui se tiennent à différents endroits. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.